Merci de nous rejoindre. Donc, nous sommes dans Direct Santé avec notre invité, Dr Sékou, et mon binôme, Dr Fessal. Donc, Dr Sékou, justement, on parlait de l'intoxication alimentaire. Donc, je voulais savoir quelles sont les complications dues à cette cause-là. D'accord. On l'a déjà un peu fleuré en haut. Oui. La principale complication que nous redoutons souvent dans les cas de toxi-infection alimentaire est la déshydratation. Au fait, c'est quoi la déshydratation? C'est quand le patient perd assez d'eau et d'électrolytes au décours d'une maladie. Et il savait que la toxi-infection alimentaire est assez pourvoyeur de déshydratation. Mis à part ça, il y a souvent des troubles métaboliques qui vont s'y ajouter, des troubles ioniques. C'est possible de les expliquer. Oui, les troubles ioniques, c'est-à-dire quoi, je l'ai un peu dit, c'est quand vous perdez assez de d'ions et d'électrolytes. Par exemple, quand vous vomissez ou quand on émet des sels, de l'eau sanguinolente et tout. Voilà. Donc, c'est beaucoup plus ça. D'abord la déshydratation, les troubles métaboliques, les troubles ioniques. Mais j'ai tantôt parlé peut-être des signes extra-digestifs en haut qui peuvent s'avérer être souvent des complications dans ce genre de cas. Comme l'amaigrissement. Il faut dire que le temps qui s'écoule entre la toxi-infection alimentaire et, comment l'appelle-t-on, l'amaigrissement est assez long. D'accord? C'est-à-dire après une semaine? Après une semaine, peut-être, le patient va maigrir. Le patient aura une fatigue intense. C'est quand même une complication de la toxi-infection alimentaire. Et que faire dans ces cas-là? Il faut toujours consulter le praticien. Il faut consulter le praticien. Et dans ce genre de cas, quand nous sommes en face des complications, là, carrément, ça va nécessiter carrément une hospitalisation. Oui, pour mieux suivre le patient. Une hospitalisation où le praticien va peut-être faire une réhydratation par voie intraveineuse. Oui. C'est-à-dire qu'on va aller combler les pertes. Ou soit, carrément, on fera un lavage gastrique associé. D'accord. Et quels sont les conseils que vous donnerez pour mieux faire attention? Mes conseils seront ceci. Il faut éviter de stocker trop longtemps les aliments. D'accord. Éviter les aliments hors frigidaire. Hors frigidaire, oui. Il y a quelques aliments qu'on ne peut pas conserver au frigidaire pendant, surtout les célibataires font ça souvent. Ouais, on ne peut pas les conserver. On ne peut pas conserver par exemple de la mayonnaise au frigidaire pendant un an. Pendant une semaine, c'est trop. C'est trop. C'est trop. D'accord. Et il faut toujours vérifier la date de péremption des aliments. Surtout sur les boîtes de conserve et tout. Et la chaleur et l'humidité, surtout quand nous conservons nos aliments, il faut surveiller. On ne peut pas aller mettre des aliments dans un endroit assez chaud et espérer venir le reprendre après 2 jours. C'est pas normal, on va carrément faire une toxi-infection alimentaire. D'accord. Et il faut surtout, bien sûr, laver les mains. Nous sommes surtout dans un contexte de pandémie. Oui, là, c'est tous les jours. Là. À Covid-19, donc il faut se laver les mains d'abord quand on va au sel. Et avant de manger, il faut se laver les mains. Il faut de préférence peut-être utiliser des torchons à usage unique. Oui, les torchons peuvent être pourvoyeurs de toxi-infection alimentaire. À force de l'utiliser, j'ai peut-être mis quelques petits germes dessus que je dépose. Je reprends. Mon frère ou mon voisin vient prendre et qu'il l'utilise. Et après, il va les ingérer. Et c'est un peu ça. Je pense que si on suit ça... Docteur Fessal, je pense donc que... moi, je dirais ça, il faut peut-être accentuer ça sur 5 points. Que moi, je peux donner aux téléspectateurs comme astuce, les 5 M. D'accord. Il y a d'abord ce qu'on appelle la main d'œuvre, c'est-à-dire la personne qui cuisine. Et cette personne qui cuisine n'est pas seule. Ça rejoint toute la chaîne. Il y a tous les autres mailles, toutes les autres mailles qu'il faut voir. Il y a ces personnes qui cultivent depuis chez eux, au champ, qui font sortir, qui récoltent, et jusqu'à la personne qui cuisine. Donc il faut d'abord que cette main d'œuvre, qu'elle soit propre elle-même. C'est ça. D'abord, il faut qu'elle soit propre. Et ensuite, il faut qu'avant de poser tout acte, il faut que cette main d'œuvre puisse se laver les mains, comme le docteur Sékou l'a dit. Il faut que la main d'œuvre puisse se laver les mains. Ensuite, nous avons le milieu. Le milieu où vous êtes en train de faire la cuisine, le milieu où vous êtes en train de faire votre champ, ce milieu doit être... C'est l'hygiène, quoi. Ce milieu doit être propre, ce milieu doit être désinfecté régulièrement. Ensuite, il y a le matériel. Votre matériel de cuisine, vos casseroles, vous devez veiller à ce que ce soit lavé avec des détergents, avec des antibactériens. D'accord. Il y a après
les matières premières. Les matières premières, c'est-à-dire les légumes, les légumineuses, les fibres, voilà, un peu de tout. Donc, il faut vraiment aussi laver avant la cuisson, comme on l'a dit précédemment. Et comment reprendre ses forces après cette maladie-là, après avoir eu une intoxication alimentaire? Je dirais dans ce genre de cas, il n'y a pas de spécificité. D'accord, ça dépend. C'est comme je l'ai dit tantôt. Et par exemple, un patient qui fait une toxi-infection alimentaire et qui est assez patient et qui voit ces signes disparaître au plus une semaine, peut recommencer son travail tranquillement. Et il n'y a pas de spécificité à faire. Mais dans les cas où le patient a été hospitalisé, on est d'accord qu'on ne le libérera que quand il sera assez guéri ou quand il retrouvera assez ses forces. Au pire, on fera peut-être un ajout symptomatique, peut-être lui donner des vitamines et des fortifiants pour mieux se porter. Et dans quel type d'eau peut-on trouver des parasites? Tout de suite, les eaux souillées. Oui. Les eaux souillées surtout. Et il faut dire que quand même, on peut faire confiance dans ce pays à la régie, à les eaux qui nous voilà. Donc, je me dis c'est assez bien traité et tout. D'accord. Sinon, on aurait déjà eu des cas de toxi-infection alimentaire collective déclarés. Ah oui, pour la population. Disons, ça va. Donc, nous devons alors faire confiance à la régie. Faisons confiance à la régie. Des bouquets de fleurs depuis le Niwati. Voilà. Mais en même temps, vous avez sorti un terme toxi-infection alimentaire collective. Oui. C'est quoi? Je pense que c'est un terme assez costaud pour les téléspectateurs. Oui, la toxi-infection alimentaire collective est réservée dans le cas où on a plus de 2 personnes infectées ou bien plus de 2 personnes qui signalent des signes qu'on a cités tantôt. Après une ingestion dans la même maison ou bien dans la même collectivité, après une ingestion récente d'aliments. D'accord. Là, tout de suite, le praticien fait le lien. Et dans ces genres de cas, il faut forcément faire une déclaration. Vous devez carrément déclarer à un centre régional de santé que voilà, vous avez peut-être suspecté une toxi-infection alimentaire collective, d'accord, dans ce genre de milieu. Et le centre régional de santé prend des mesures, peut-être pour aller rechercher l'agent causal et la source, et si possible, mettre la zone en quarantaine. D'accord. Comme toxi-infection alimentaire commune, souvent que nous connaissons, c'est peut-être le choléra. Ah oui. Oui. Mais il y en a encore? Oui, c'est ce que je dis. Il faut dire que les avancées sont énormes. Oui. Donc il y a de ces maladies qu'on ne retrouve plus de nos jours. Heureusement. Chez nous, bien sûr. Ça existe toujours. Et puis il faut aussi noter que cette toxi-infection alimentaire collective, en 2009, a été déclarée dans 29,4% des cas, si je ne me trompe pas, comme la première cause. Voilà. Oui. Et c'était la restauration collective. Surtout ça. Dû à le mal entretien du matériel les restaurants et voilà. Et il faut dire que ces genres d'intoxication dans les restaurants aussi ont un peu régressé. Oui. Parce qu'il y a maintenant des services d'entretien qui passent souvent dans les restaurants pour surveiller c'est important. La préparation et tout. Oui, il y a du mieux quand même. Beaucoup d'améliorations. Il y a du mieux. Bon, on a quelques questions de nos téléspectateurs qui nous ont envoyé sur notre numéro WhatsApp. Donc la première question est de Mariam de Souza de Segbe qui veut savoir comment ça se passe pour les enfants de moins de 8 mois. Enfin, comment on détecte que c'est une intoxication alimentaire chez un enfant son enfant à moins de 8 mois. Merci, madame. Il faut dire souvent que les intoxications alimentaires sont quand même rares chez un nourrisson qui est sous allaitement. D'accord. C'est pour ça que nous préconisons l'allaitement maternel exclusif chez les nourrissons. Oui. C'est-à-dire que de la naissance jusqu'à 2 ans au moins. Maintenant, quand on vient à suspecter une intoxication alimentaire chez un nourrisson, les nourrissons, c'est après 1 mois jusqu'à 2 ans. D'accord. Quand on vient à suspecter peut-être une toxi-infection alimentaire chez ces gens d'enfants, c'est parce que en interrogeant bien la maman, vous allez vous rendre compte que, mis à part l'allaitement, elle lui a peut-être donné un truc à part le lait. À part le lait. Voilà. Donc, le plus souvent, c'est quoi? C'est les biberons qui ont été utilisés, peut-être pour lui donner du lait. Mal lavé. Oui, le biberon n'a pas été bien conditionné. Oui. On apprend bien aux mamans à utiliser les biberons au besoin. D'accord? Donc, un enfant, un nourrisson de 8 mois peut bien faire une intoxication alimentaire au cas où
voilà, il y a eu un substitut qui n'a pas été bien géré. D'accord. Voilà. Et donc, il y a une question aussi de monsieur Aïd Benedi qui veut savoir si des plaies dans le ventre proviennent d'une intoxication alimentaire. Oui, ce terme de plaie, je pense qu'il va falloir peut-être l'élucider après. Les patients viennent souvent à l'hôpital, ils parlent souvent de « docteur, j'ai une plaie ». Moi, je peux le prendre dans deux sens. Une plaie, peut-être comme un ulcère, d'accord, ou une plaie comme peut-être une infection. Mais je pense peut-être qu'elle parle souvent d'infection, d'accord. Et vous pouvez rappeler la question, elle dit la plaie. Est-ce que les plaies dans le ventre, est-ce que c'est lié à une intoxication? Si elles ont un peu suivi notre commentaire, nous avons dit que les toxi-infections alimentaires sont souvent d'origine et aussi bien bactérienne, virale que parasitaire. Oui. Donc, on est d'accord que on peut faire une intoxication alimentaire et en prenant des aliments contaminés aux parasites et après faire une parasitose, c'est-à-dire que attraper les vers comme elle le dit. Je pense qu'il a raison. En gros, toxi-infection égale infection. Donc, voilà. Une toxi-infection, si je dois le dire aussi dans le jargon du commun d'un mortel, une toxi-infection, c'est une infection. Donc, c'est une plaie dans le ventre. C'est une plaie dans le ventre, voilà. Merci beaucoup, Dr Sekou. Donc, un seul numéro pour aussi envoyer vos questions via notre numéro WhatsApp. Donc, c'est le numéro 79 84 27 52. Donc, je vous le redonne encore une fois. Le 79 84 27 52. Donc, vous pouvez nous envoyer vos questions via notre page Facebook aussi. C'est Direct Santé, tout court, sur Facebook. Merci, Dr Sekou, d'avoir répondu présent et d'être matinal ce matin. Merci à vous aussi. Le plaisir est partagé. Merci à vous, mon binôme Dr Faisal. Ouais, merci aussi, c'est toujours un plaisir. C'est toujours un plaisir. Ce plateau. Merci à tous de nous avoir suivis. On se retrouve demain dans Direct Santé, votre rendez-vous dédié à la santé et au bien-être de toute la famille. Je suis Estine Aglom sur New World TV.